Je vous remercie d'avoir le souci démocratique et républicain d'inviter dans votre assistance celui qui est le candidat du Frexit, puisque parmi les autres candidats, les 10 autres candidats proposent soit de rester dans l'Union européenne, soit de renégocier les traités avec des échéances que l'on ne connaît pas, avec des exigences que l'on connaît encore moins, et ceci se solderait, paraît-il, dans le meilleur des cas, par un référendum. Tout ceci se déroulant au moment même où la France est en train de s'effondrer dans tous les domaines, et en particulier en matière d'agriculture. Il y avait 4 millions à peu près d'agriculteurs en France en 1960. On est tombé à 400 000. En gros, 90% des agriculteurs ont disparu. Si nous continuons sur ce chemin, à horizon d'une quinzaine d'années, on n'aura peut-être plus que 40 000 agriculteurs. Le débat donc de la sortie de l'Union européenne, même si effectivement il heurte de front les convictions de certains d'entre vous, me paraît devoir être posé. Et de toute façon, nous n'y échapperons pas. Regardez ce que vient de décider ce grand peuple britannique, qui est tout sauf extrémiste. Qui peut dire que Madame Theresa May serait une extrémiste? Ce grand peuple britannique auquel nous devons depuis 800 ans tous les combats sur le continent pour les libertés publiques et la démocratie. Il n'y a pas de sujet plus grave, et je l'aborde avec le plus grand souci de responsabilité, que celui que j'évoque devant vous. Il se trouve que j'ai de l'expérience. J'ai travaillé pendant 4 années dans des cabinets ministériels au plus haut niveau. J'ai accompagné François Mitterrand en Corée, au Kazakhstan. En matière de commerce extérieur, j'ai accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, au Brésil, quand j'étais auprès du ministre des Affaires étrangères. J'ai vu les allées du pouvoir. J'ai vu que nous sommes lancés dans une utopie qui ne marche pas, et d'ailleurs tous les responsables politiques français, une fois les portes capitonnées de leurs bureaux fermés, le savent et le disent, ça ne marche pas, nous sommes dans une impasse. En vertu de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est interdit d'avoir quelque restriction que ce soit aux échanges de mouvements de capitaux. Du coup, on assiste au rachat constamment par des fonds d'investissement américains, asiatiques, de certains de nos fleurons de l'agriculture française. Plusieurs dizaines de châteaux dans le Bordelais sont déjà passés dans des mains chinoises. Le château de Gevrey-Chambertin a été racheté par un propriétaire du casino à Macao. On a appris en avril 2016 qu'un fonds d'investissement chinois avait racheté 1700 hectares dans le Berry. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inverse n'est pas vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous gagnez au loto, vous voulez racheter par exemple quelques hectares du grand jardin du Longjingcha, du thé du Puy du Dragon, dans la ville de Hangzhou, les Chinois vous diront « meilleur ». Non. C'est d'ailleurs un problème plus général, c'est l'ouverture asymétrique des marchés qui fait qu'en fait, nous ne pouvons plus lutter par rapport à la déferlante des fonds d'investissement. La mondialisation n'est pas la même pour tout le monde. Je voudrais ajouter l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui oblige les États, et notamment la France, à privatiser de façon rampante les services publics et qui donc amène progressivement à la désertification des services publics en zone rurale, ce qui a un impact fondamental sur les ressorts et le mode de vie des agriculteurs. Je voudrais aussi ajouter l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui confie à la Commission européenne le pouvoir de publier des rapports sur les grandes orientations de politique économique. Et nous savons déjà à quelle sauce les Français vont être mangés en 2017 et en 2018. Tout est déjà fixé, de telle sorte que les élections en France sont devenues des théâtres d'ombre. Face à ça,
je vous propose, moi, en adulte et en responsable, de mettre tout sur la table et de sortir de l'Union européenne de façon sereine et juridique par l'article 50 du traité de l'Union européenne, ce que les Britanniques font justement en ce moment. Et je ne sors pas ça d'un chapeau, puisque ça fait 10 ans que je dis qu'il faut faire cela, et que pendant 10 ans j'ai été méconnu, sauf que maintenant notre mouvement politique est devenu le mouvement en plus forte croissance de France, avec 300 adhérents par jour. Nous avons actuellement un mouvement politique qui vous propose de sortir de l'Union européenne de façon sereine et juridique. Je voudrais à ce propos tout de suite répondre à une objection que vous avez sans doute à l'esprit. Quid de la politique agricole commune, puisque la France reçoit à peu près 9,1 milliards d'euros par an, ce qui est une somme tout à fait considérable, au bénéfice des agriculteurs. Et d'où vient cet argent ? La Commission européenne ne crée pas d'argent. L'Union européenne est une pompe aspirante et refoulante d'argent. En fait, cet argent provient des Français. Nous versons chaque année, et je ne parle ici que des coûts directs, 23 milliards d'euros à l'Union européenne, qui nous en restitue 14, dont 9,1 sous forme de politique agricole commune, et dont le reste sert aux FEDER, aux régions, aux chercheurs, et d'ailleurs avec une demande constante de mettre partout le drapeau bleu aux étoiles d'or pour faire la promotion de cette procédure. Chaque année, ainsi, les Français versent 9 milliards d'euros au reste des pays de l'Union européenne, notamment les pays de l'Est. Nous versons chaque année, par exemple, sans que les Français s'en rendent compte, 250 millions d'euros à la Bulgarie, 250 millions d'euros à la Turquie dans le cadre des procédures d'accession. C'est dire que, sortant de l'Union européenne, je prends l'engagement solennel non seulement de maintenir les aides à nos agriculteurs, sauf que cette fois-ci, au lieu que ça sera frappé du drapeau bleu aux étoiles d'or, ça sera frappé du drapeau de la République française, mais je prends même un engagement supplémentaire, c'est de pouvoir rétablir la viabilité de l'agriculture familiale, par exemple en tant que de besoin, en rétablissant certaines protections, puisque, comme vous le savez, les agriculteurs familiaux sont mis en choc frontal avec des productions de pays de l'Union européenne où il n'y a pas de SMIC horaire dans l'agriculture, et que si nous continuons comme ça, nous allons avoir la destruction finale de l'agriculture familiale française, comme je le disais. Alors bien sûr, je pourrais, comme vont le faire toutes les personnes qui vont se succéder à cette tribune et qui sont candidats, vous dire « il faut une autre Europe, je suis pour une Europe plus démocratique, je veux me battre pour l'agriculture dans un cadre européen ». Mais tout ceci ne sert à rien, parce que je vous dis, moi, la réalité de la situation telle qu'elle est et telle que nous devons la regarder. Je rappellerai en conclusion, l'article 5 de notre Constitution fixe au président de la République un devoir, il est le garant de l'indépendance nationale. Je vous remercie de votre attention.